bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Bonjour à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors, dans cet épisode, on va parler de 3 petits thèmes. Alors, ces thèmes sont le sport en extérieur, est-ce que c'est bon ou pas bon quand il fait froid en hiver, les restes alimentaires, qu'est-ce qu'on en fait, et du futur de la nutrition, donc ce qu'il va y avoir dans votre assiette dans les années à venir. Voilà. Bon, j'espère que vous avez toutes et tous passé un bon week-end, que vous avez pu profiter si vous avez eu la chance d'avoir du repos. Profiter de quoi ? Profiter, je sais pas, d'aller vous promener, d'aller faire votre sport sans stress. Je sais pas quel était votre planning, mais en tout cas que vous avez pu en profiter correctement. D'ailleurs, c'est intéressant. Moi, j'ai rejoint un groupe d'amis. On a rejoint un groupe d'amis au bord d'un lac près de chez moi. On s'est promené, on a pu discuter. Pour certains, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Et en fait, ils font tous du sport, hein, et de plus ou moins, on va dire assidûment, mais tous, en tout cas, de la muscu. Et alors les filles et les mecs, hein, pareil. Et il y a quelque chose qui est revenu très régulièrement sur le tapis par rapport à l'entraînement à la maison. Mais t'arrives à te motiver seul. Et en fait, c'est ça, je crois, le truc qui est le plus revenu, c'est cette fameuse motivation seule. Il y a quand même pour un sport individuel, parce que c'est quand même un sport extrêmement individuel, la musculation, faut dire c'est pas un sport collectif, c'est pas un sport d'équipe, c'est pas un sport où on a besoin d'un opposant, quoi. C'est pas comme le tennis où il y a besoin d'un partenaire en face, même s'il est pas dans notre équipe. Ça reste tout de même un sport qui est très social, en fait, puisque beaucoup de personnes, la raison numéro 1 pour laquelle ils ne font pas de sport à la maison, c'est justement le côté manque de motivation par le manque de personnes autour d'eux, quoi. Et ben voilà, c'est juste, en tout cas, c'est si vous vous dites ça, vous vous dites c'est difficile à la maison parce que de se motiver, sachez que vous n'êtes pas seul, parce que beaucoup de personnes ont ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y en a qui j'ai des potes durant les diverses restrictions qu'il y a pu y avoir, où les salles étaient totalement fermées et tout. Ils avaient trouvé, en fait, ils se retrouvaient dans un garage ou un truc comme ça pour faire du sport, mais à 2, quoi, mais pas seul, voilà. Donc je sais pas si vous l'avez vécu, si c'est comme ça que vous voyez la motivation à travers l'entraînement. Est-ce que c'est justement le fait de retrouver quelqu'un, ou de même sans connaître les gens, mais juste d'être dans un univers où il y a du monde, c'est quelque chose qui visiblement est assez significatif chez beaucoup de personnes, en tout cas comme facteur de motivation. Voilà. Bon, avant de démarrer rapidement, c'est justement en parlant de motivation, ce week-end j'ai sorti le cours à 10h dimanche matin qui s'appelle Comment se motiver ou remotiver. Donc musculation en 5 étapes, comment se remotiver. Justement, c'est pour parler à ces personnes-là, quelques personnes qui sentent en fait que la motivation qu'ils avaient avant n'arrive pas à revenir. Donc vous savez, la fameuse vie d'avant, là, comme on en parle partout, eux, la motivation d'avant, ils ont du mal à la récupérer. Et donc c'est un peu normal, hein. C'est pareil, on débattait hier, enfin c'est pas hier pour vous, c'est avant-hier, mais de ça avec mes amis. On parlait un petit peu les rencontres, enfin pas les rencontres, les réunions entre amis et tout ça ont eu tendance à s'espacer. On a pris des mauvaises habitudes, en fait. On a pris des mauvaises habitudes à moins se voir, à plus avec les confinements et tout. Même si ça commence maintenant à remonter un petit peu, ça a quand même marqué les habitudes de vie. Et donc on a noté qu'il y avait plus de distance entre les moments où on se voyait par rapport à avant.
Et alors que c'est quelque chose de plutôt positif de se voir, c'est pas un truc qui nous freine à y aller, c'est plutôt on sait qu'on va vers un événement positif de revoir ses amis, etc. Donc on disait mais pour le sport, il y a beaucoup de personnes qui n'y retournent pas parce que le sport étant quand même pour beaucoup de personnes une petite forme de contrainte. C'est-à-dire que même s'ils aiment ça, il y a quand même le côté j'y vais mais il faut que je souffre et tout. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à se remotiver, donc du coup il faut toute une construction qui s'était faite d'habitude, etc. autour du style de vie sain, on va dire. On va dire que ça s'est démoli comme un château de cartes durant les 2 ans qu'on vient de passer, et donc ils ont du mal à reconstruire un socle rigide et solide pour se motiver. Donc j'avais envie de donner des conseils à ces gens-là, et c'est pour ça que j'ai fait un cours que vous pouvez aller voir, il est en lien là dans les notes, pour un petit peu voir ce qu'il en est par rapport à ça, et surtout retrouver une certaine motivation, et même si vous n'allez pas en salle de sport d'ailleurs, puisque il n'y a pas de raison que le home gym existait avant, donc et des gens y arrivaient. C'est pour ça que j'ai voulu en parler, et j'ai voulu un petit peu donner des conseils pratiques du quotidien. Voilà. Bon, vous avez le lien, vous allez voir, et voilà. Alors aussi pour les questions, je sais que je le répète à chaque épisode ou presque, mais pour ceux qui débarquent, qui écoutent que le premier épisode aujourd'hui, sachez que vous pouvez poser vos questions sur un formulaire anonyme qui ne demande ni votre email, ni votre nom, ni rien du tout d'ailleurs. L'idée étant toujours la même, c'est de laisser les gens poser les questions, même dérangeantes, qui voilà, où ils n'ont pas envie de signer, parce que parfois ça les met un peu mal à l'aise. Donc il y a un petit formulaire qui s'appelle posez votre question ici dans les notes là que vous avez reçues, soit par email, soit que vous avez sous le podcast avec un lien. Là vous cliquez, vous accédez à toutes les notes. Vous avez également le sommaire du podcast avec les sources et les références. Comme ça, vous avez tout. Allez, on démarre le podcast. Premier sujet, que faire des restes alimentaires ? Donc en fait, l'idée derrière ça, c'est, vous savez, quand vous préparez à manger, donc peu importe le plat que vous préparez, que ça soit en semaine, le week-end, peu importe, ou même des repas de fête, ou peu importe, il peut arriver qu'il y ait des restes. Donc les restes, alors il y a plusieurs politiques par rapport à ça. Il y a des gens qui, quand ils font attention à ce qu'ils mangent, quand ils ont des restes, par exemple, d'un repas de fête ou autre, il y a un courant de pensée, ou en tout cas, je suppose qu'on dit un courant de pensée, mais c'était la méthode un peu, je crois, de Tim Ferriss qui en parlait dans un de ses bouquins sur le sport, là, je sais plus comment il s'appelle, le corps d'enfer ou je sais plus quoi. Il disait de tout jeter en fait, on garde rien, on jette tout. Bon, c'est une stratégie, ok, d'accord, qui est radicale, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, vous faites un super repas avec des amis ou votre famille, avec, je sais pas, peu importe la nature des aliments, mais ce sont pas des aliments qui rentrent dans votre régime habituellement, et au lieu de les avoir pour le lendemain et tout ça, et donc du coup de rajouter des repas de mauvaise qualité, en tout cas pour votre régime, les jours suivants, il y a une politique qui dit on jette tout. Ça c'est une méthode que moi j'aime pas trop le gaspillage. Alors petite astuce que je vous donne rapidement comme ça, moi ce que je fais au lieu de gaspiller, vous savez, le régime, moi je suis pas pour forcer les gens à bien manger autour de moi, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut déjà, et donc du coup si moi je fais un régime, en aucun cas par exemple si j'invite des gens, je vais leur imposer un régime particulier parce que moi je fais un régime. Non, ça c'est pas ma façon de voir les choses. J'ai encore envie d'être invité chez les gens et j'ai encore envie que les gens soient contents de venir chez moi, donc j'ai pas envie de les dégoûter à ce qu'ils se disent attends, quand on est invité chez lui on bouffe que des brocolis. Non, ça c'est hors de question. Donc si il vous reste quelque chose à la fin d'un repas, vous êtes chez vous, vous avez préparé un bon repas, un bon gueuleton, et il vous reste à manger le soir, vous pouvez tout simplement soit diviser ce qui reste, dire je sais pas, t'en as besoin demain pour ta gamelle ou autre. Moi c'est souvent ce que je fais en fait, je propose aux invités de partir avec un genre de doggy bag, comme ça au moins ils partent avec ça, parce que ils s'en foutent, ça leur plairait de l'avoir pour le lendemain, ou alors d'essayer de recycler le maximum pour les repas du lendemain, etc. Et le recycler, ça veut pas dire intégralement, il y a certaines choses qu'on pourra, d'autres non.
Mais bon, là, c'est pas ça, c'est mes petites techniques, mais eux, ils donnent, là, dans l'article que j'avais récupéré, ils donnent des petites recettes comme ça. Donc, par exemple, ils parlent des croquettes aux légumes. Donc, pour utiliser des légumes un peu fatigués, alors eux, c'est pas que des repas d'écart qu'ils veulent recycler, c'est tout. Quand vous avez des légumes un peu fatigués, ils disent essayez cette recette irrésistible, des croquettes savoureuses, à la fois tendres et croustillantes, blablabla. Donc, en gros, de rajouter, alors eux, ils mettent de la farine, tout ça, donc nous, on n'est pas forcément pour, du lait et tout. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai pris l'article, parce que moi je le retravaille à ma sauce après. C'est vrai que des légumes qui sont pas beaux, alors beaux, enfin voilà, un peu abîmés quoi. Globalement, on peut facilement les faire même à la vapeur, des choses comme ça, ou les intégrer dans une forme de gratin ou autre. Enfin, n'ayez pas peur, hein, c'est à moins que ça soit moisi, là, du coup, je vous le déconseille, mais sinon, il y a pas vraiment de problème, quoi. Ensuite, il parle des wok de nouilles épicées à la dinde. Donc par exemple, ils disent après les excès des fêtes de fin d'année, rien de tel que délicieuses nouilles sautées pour retrouver la forme. Bon, encore une fois, je suis pas forcément d'accord que de bouffer des pâtes blanches après, quand pour retrouver la forme, soit quelque chose de bon. Mais quand vous avez un reste comme ça de féculents, moi je vous donne deux alternatives. Si vous aimez les salades froides, les salades de pâtes ou les salades de riz, ben voilà, vous pouvez recycler un riz de la veille. Et l'avantage des féculents froids, notamment du riz, c'est que l'amidon étant un peu plus restructuré, ça baisse un petit peu l'IG, donc l'index glycémique, mais c'est surtout que vous pouvez recréer un bon ratio entre glucides et végétaux. C'est-à-dire que dans une salade, vous pouvez essayer, par exemple, si vous faites une salade composée dans un espèce de saladier assez imposant, on va dire, ben vous pouvez bien calculer les ratios, parce que si vous mettez par exemple, je sais pas moi, 10 cm, enfin 10 cm ça fait beaucoup, on va dire 5 cm de riz dans votre saladier, et ben vous essayez d'en mettre 10 de végétaux pour essayer de recréer un ratio intéressant, puis après des protéines et tout. Alors eux ils disent avec 125 grammes de nouilles, ils veulent faire un wok, donc ils disent on ajoute du citron, une cuillère à café de miel, de la sauce soja, de l'ail, du piment, de la dinde cuite, donc des restes de dinde, des restes de viande, des oignons, des pois, des noix de cajou et de la sauce piquante. Alors moi je suis pas contre, la recette me semble intéressante. Après le miel n'est pas forcément, le miel c'est bien pour en fait la sauce soja, moi je mettrais plutôt de la sauce tamari et la cuillère à café de miel, pourquoi pas. Après, faut que ça donne quelque chose, un peu de goût, quoi. Mais ça, c'est vraiment pour se faire des wok plus que des salades. Donc, bonne idée pour recycler. Après, les wok avec le riz, je sais que ça se fait aussi, mais c'est quand même meilleur avec des pâtes. Et bon, je sais pas si vous avez souvent des pâtes dans votre quotidien. Donc, mais bon, voilà l'idée. Et en fait, ce qui m'avait attiré vers cet article, c'était cette recette-là que je vais vous donner. Donc c'est la soupe de banane au curry, je trouvais ça quand même assez intéressant. Donc ils disent avec ses saveurs exotiques, cette soupe fera voyager sous les tropiques. Alors eux c'est pour utiliser les bananes qui sont un peu trop noires, vous savez, celles qui commencent à être un peu pas très appétissantes à manger comme ça, on va dire à la croque, quoi. Vous ouvrez, vous voyez une banane noire, bien que ça vous donne pas forcément envie, alors que quand c'est bien mûr comme ça, parfois c'est là où elles sont les plus riches, mais elles sont aussi les plus sucrées au goût. Et ils disent, bon voilà, une petite recette de soupe pour 2 personnes. Ils disent un oignon, une gousse d'ail, 3 cm de gingembre, 2 bananes bien mûres, 200 ml de bouillon de légumes. Bon, le bouillon de légumes, encore une fois, si vous avez le vôtre, c'est mieux que les bouillons de cube, hein. 200 ml de lait de coco, donc très bien, une cuillère à café de curry en poudre, sel, poivre et piment en poudre, de l'huile. Alors de l'huile, je sais pas si c'est nécessaire. Moi, je sens pas le besoin d'en mettre dans une soupe. Et cacahuètes et quelques feuilles de coriandre fraîche. Donc pourquoi pas. Et de mixer tout ça, ça fait une soupe visiblement qui leur semble bonne. Donc je suis curieux de la goûter en fait. Je suis curieux de goûter ce genre de soupe. Alors c'est quand même une soupe qui reste relativement, il y a pas de légumes quoi dedans, hein. C'est à part le bouillon de légumes, c'est une soupe de banane quoi. Donc et je serais curieux aussi de voir si avec de la courge ça pourrait pas passer au niveau du goût, si le mariage pourrait pas être intéressant. Après, il parle des boulettes végétariennes au pain rassis. Donc le pain, je sais que beaucoup d'entre vous n'en consomment pas, comme moi, on consomme pas de pain blanc, de baguette, on va pas forcément chez le boulanger. Mais par contre, certains consomment du pain type, vous savez, les pains sous vide, un peu le pain noir, le pain de seigle aux graines et tout.
des pains un petit peu plus travaillés où on essaye d'avoir des farines un peu plus nobles et un IG un peu plus faible. Parfois il peut sécher, il peut rassir aussi. Donc eux, ils disent de faire des boulettes végétariennes avec ce pain-là. Donc ils disent d'utiliser 200 grammes de votre pain rassis, 2 petits oignons, un œuf, du persil ou herbe fraîche au choix, sel, poivre, huile, encore une fois, donc pas besoin de mettre l'huile à mon sens. Vous mixez tout, en tout cas vous écrasez un petit peu tout ça. Vous faites des boulettes et vous les faites chauffer, vous les faites cuire au four. Alors ça peut être intéressant de faire ce genre de choses et de le consommer sous forme de féculent en fait, que ce soit pas le repas complet, parce que un œuf et 200 grammes de pain rassis, moi je m'en servirais plutôt comme des petits accompagnements glucidiques plus qu'une source de repas, c'est-à-dire que je remplacerai pas ma viande par ça. C'est pas un œuf et 200 grammes de pain rassis, parce qu'il faut encore manger, et 200 grammes ça fait beaucoup quoi, donc c'est pour, et eux ils disent pour 100 personnes, pour 2 personnes, donc ça veut dire 100 grammes par personne, ça fait quand même 100 grammes de pain rassis par personne. C'est pas forcément il faut pas se dire en plus de ça on se fait des pâtes quoi, sinon ça, ou on se fait du riz, ou on se fait des pois chiches ou quoi, parce que là les glucides ils montent beaucoup. Donc encore une fois, c'est pas un site de santé qui fait ça, c'est un site généraliste. Donc j'essaye un petit peu de donner ma pâte recette pour vous aiguiller, mais moi je le verrais plutôt ça comme une source de glucides sur votre repas, et de ne pas hésiter à rajouter pas mal de légumes et une petite source haute de protéines. Par exemple, vous pouvez vous servir des boulettes. En plus, par exemple, vous pouvez rajouter 2 œufs au plat avec, je sais pas moi, avec quoi ça se marierait bien, avec une bonne grosse salade, ou avec une bonne salade de tomates, je pense que ça passerait bien. Sinon, un légume cuit, type haricots verts, ou quelque chose de bien fibreux comme ça, en plus, quoi. Ensuite, il parle de la poêlée de légumes à la portugaise. Bon, bah ça, c'est carrément avec les épluchures de légumes et tout, parce que logiquement, c'est avec ils le disent, je crois que c'est avec de la morue normalement, et là, ils disent que le poisson est remplacé par des légumes. Utilisez aussi vos fans et vos épluchures. Donc ils disent 250 grammes de pommes de terre, huile de tournesol, donc moi je suis contre l'huile de tournesol, mais bon, 900 grammes de légumes un peu abîmés, d'épluchures et de fans, un gros oignon épluché, 2 gousses d'ail émincées, de l'huile d'olive, en plus de l'huile de tournesol, c'est bizarre, mais bon, 8 œufs, sel et poivre, persil ciselé, 120 grammes d'olive noire. Donc là, typiquement, par contre, on a plutôt quelque chose d'assez complet. 200 grammes de pommes de terre, moi, bon, ça me paraît pas forcément nécessaire d'en avoir autant. On peut peut-être essayer de le mélanger avec ou navet, ou comment dire, de la patate douce, pour essayer de se faire un mariage un peu plus sain, on va dire, mais en laissant quand même 100 grammes de pommes de terre, pourquoi pas, et avec tous les œufs qu'il y a, de toute façon, 8 œufs, ça fait quand même beaucoup. Donc là, c'est pour 6 personnes, hein, on parle pas d'un repas pour 2 personnes, et donc là, on a plutôt un truc un petit peu plus complet, un peu plus cohérent, quoi. Voilà. Donc voilà, en fait, tout ça, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Remix, donc Too Good To Go, la maison d'édition, donner une seconde vie à vos restes. Moi, je vais peut-être essayer de fouiller un petit peu ce bouquin, donc je vais voir si je me le commande ou pas. Alors, disponible gratuitement sur le site togo.fr, donc visiblement, c'est même gratuit. Non, togoodtogo.fr, ça s'appelle. Et évidemment, faut, je pense, avoir une petite structure de connaissances en nutrition pour se faire des bons plats, parce que les restes, si vous mangez mal les restes seront forcément mal aussi. Donc il faut avoir une petite connaissance, mais je pense que ça peut donner des idées. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler dans un podcast qui parle aussi du quotidien. Allez, deuxième sujet, on parle des tendances futures en nutrition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les tendances futures en nutrition ? C'est justement ce qui va se passer dans notre assiette dans les années à venir. On a plusieurs informations que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, c'est un article qui vient du magazine de la revue Forbes. Donc le titre, c'est les grandes tendances futures du secteur agroalimentaire. Donc c'est pour ça, moi j'ai mis 2030, ils parlent de 2050, mais pour nourrir la population, alors ça c'est leur intro, hein, pour nourrir la population mondiale croissante, on estime que nous devrons augmenter la production alimentaire de 68% d'ici 2050. Et ce n'est pas le seul défi, donc la population de la classe moyenne est en augmentation, ce qui entraîne généralement une demande accrue de viande par rapport aux céréales, aux légumineuses et au blé.
Satisfaire cette demande de nourriture représente un énorme défi pour notre planète déjà surexploitée, surtout si l'on considère que le système alimentaire est responsable de 26% du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Voici 2 grandes tendances futures pour le secteur agroalimentaire. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, 26% l'alimentation est responsable pour 26% du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc justement la dimension climat. Pour info, pour ceux qui diabolisent la bagnole c'est 31%. Donc la bagnole, c'est pas le restant après 26%, c'est 31%. Donc on n'est pas extrêmement loin de la même cause entre la bouffe et le transport. Voilà. Bon. Eux, ils parlent de 2 choses qui vont devoir ou qui vont changer et qui sont déjà en façon des grandes tendances. Donc tendance numéro 1, réimaginer les méthodes agricoles. Donc il parle de l'adoption de nouvelles méthodes agricoles pour aider l'industrie agricole justement à réduire son impact environnemental. Donc premier point, l'automatisation. Donc il parle notamment de l'utilisation de robots, de drones et de tracteurs autonomes pour rendre l'agriculture plus efficace. Donc j'imagine que l'avantage des robots et tout, c'est qu'il n'y a plus de temps imposé de travail, mais bon, laissez-moi penser que les agriculteurs ne font pas des semaines de 35 heures, mais bon, là c'est vrai que des robots, à part aller se brancher pour se recharger, ils auront quand même une productivité qui me semblera plus grande. Donc c'est comme ça qu'ils veulent voir les choses. Ensuite, ils parlent de l'agriculture de précision, qui consiste à appliquer l'irrigation, les engrais et les pesticides à des taux variables en fonction des besoins des cultures, plutôt que les appliquer uniformément à des moments, des quantités et des fréquences fixes. Alors je sais que là, il y en a beaucoup qui vont hurler par rapport à ça, et je peux les comprendre. C'est-à-dire que dès qu'ils entendent pesticides, etc., ils crient au loup, quoi. Ah, c'est quoi? On va encore manger des saloperies. Je suis assez d'accord avec ça. Bon, moi, je suis pareil, hein, je suis comme vous. On aimerait tous avoir une alimentation totalement dépourvue de perturbateurs endocriniens et de pesticides et compagnie. Mais il faut juste remettre peut-être les choses dans leur contexte. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, si vous êtes, par exemple, vous produisez, je sais pas, n'importe quel végétal sur vos terres et que, voilà, vous êtes non bio et que vous êtes sujet aux parasites, aux problématiques diverses et variées qui pourraient vous faire perdre votre récolte. Donc, si vous testez une dose trop faible de pesticides, ça marche pas, vous perdez votre récolte. Si vous testez une dose trop élevée, légèrement plus élevée, c'est la garantie d'avoir des bons résultats et de ne pas perdre votre récolte. Et en fait, là où je vois du progrès, c'est que si l'agriculture de précision permet justement d'avoir juste le minimum, c'est-à-dire juste ce qu'il faut, donc pas plus, parce que souvent c'est plus facile d'arroser plus que moins, parce que moins on perd tout et plus on est sûr de garder. Donc pour avoir des taux plus bas, donc à mon sens, on est quand même si c'est pas l'idéal, on s'entend tous là-dessus, c'est pas l'idéal serait de manger sans toutes ces substances, on est quand même dans quelque chose qui me semble de l'ordre du progrès, c'est-à-dire que ça nous perd, parce que si ce sont des robots ou je sais pas quoi, des machines ou des trucs qui testent de manière plus précise, ça pourra peut-être aussi permettre certaines années d'avoir des récoltes sans pesticides. Puisque s'ils ne détectent pas le besoin d'en avoir, il n'y en aura pas. Donc c'est quand même intéressant. Et pour l'irrigation également, combien d'eau est gaspillée? Parce que mieux vaut arroser un peu plus que trop peu. Donc c'est toujours la même logique en fait. Le qui peut le plus peut le moins, et les gens quand ils veulent. N'oubliez pas que c'est leur gagne-pain aux gens de leur récolte. Donc s'ils perdent, ils ont rien pour la saison. Donc c'est vraiment ils ont tendance à peut-être surarroser et être surabondant en pesticides et tout, parce que justement c'est ça où ils perdent tout, quoi. Donc voilà, donc là ça améliorerait certainement au niveau de l'eau, les engrais, tout ça. Donc cette notion qui à première lecture me paraissait oh là là, mais on est vraiment dans le chimique, le contrôle et tout, me semble peut-être plus cohérente par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui, qui est, alors encore une fois, je parle pas des gens qui font de la culture raisonnée et tout, mais c'est tellement marginal aujourd'hui que c'est pas ça qui va nourrir les gens quand on va augmenter encore la population. Il faut réussir à trouver des choses intelligentes, en tout cas qui allient à la fois santé, comment dire, et productivité.
Donc là, il parle, un bon exemple d'agriculture de précision provient d'une collaboration entre la société Fitech et la société agrochimique Syngenta. Ensemble, elles ont mis au point un système de surveillance qui comprend des capteurs de croissance des plantes et des capteurs d'humidité du sol pour aider les agriculteurs à surveiller en permanence la croissance des cultures et la santé du sol et à prendre des mesures quand et où cela est nécessaire. Donc donc là, c'est des capteurs qui leur orientent, vous savez, il y a beaucoup d'usines et tout déjà où il y a plein de capteurs sur plein de choses, et puis c'est l'humain qui vient après lui manier du contrôle sur les valeurs qu'il a. Et là, si ça peut apporter quelque chose de bien de ce côté-là, pourquoi pas, puisque ça permettrait d'avoir des doses plus justes de produits, on va dire. Et voilà, parce que il me semble très rare de voir des gens autour de moi qui mangent uniquement que des aliments bio, non retouchés, etc. C'est très 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 rare. J'en trouve peu, donc globalement les gens mangent pas 100% bio, quoi. Donc parmi les autres tendances clés à surveiller en matière de méthodes agricoles, on peut citer une agriculture plus localisée, urbaine, c'est-à-dire produire des aliments plus près des personnes qui en ont besoin. Donc donc ça c'est très bien, si ça peut se faire. Et l'agriculture verticale, donc la pratique de la culture en couche verticale, et l'hydroponie, donc la culture des plantes dans l'eau riche en nutriments, sont deux méthodes qui utilisent généralement moins d'eau, de sol et d'espace que les méthodes traditionnelles de culture en plein champ. Donc voilà, donc la plus grande ferme verticale du monde, ils disent que c'est situé à Newark, dans le New Jersey. Voilà. Et ils disent que les créateurs d'Aérofarm affirment que la ferme verticale est 390 fois plus productive par mètre carré qu'une ferme de plein champ. Après, on a la tendance numéro 2 qui est trouver de nouvelles façons de créer de la nourriture, donc la viande principalement. Donc ils disent, saviez-vous qu'un tiers des terres cultivées servent à produire des aliments pour le bétail plutôt que pour les humains ? Et en fait, il parle que justement, c'est là que les viandes de culture, donc cultivées en laboratoire, et les viandes végétales entrent en jeu. Donc il y a deux axes en fait, c'est fabriquer de la viande, donc fabriquer de la vraie viande sans avoir de la viande à la base, donc à partir de cellules, etc. Soit fabriquer de la fausse viande. Donc globalement, la marque là dont il parle, Beyond Meat là, le truc qui est coté en bourse des milliards, je crois même. Alors ils disent, des chaînes comme Burger King proposent régulièrement des hamburgers à base de plantes. Donc voilà. Et Beyond Meat, pionnier dans ce domaine, est devenu l'une des introductions en bourse les plus réussies de l'histoire après avoir coté à 1,5 milliard de dollars et évalué à 13 milliards de dollars moins de 3 mois plus tard. En fait, les estimations suggèrent que les alternatives à la viande pourraient représenter 10% de l'industrie mondiale de la viande d'ici 2029. Donc les fausses viandes. Alors déjà, les fausses viandes ne répondent pas uniquement aux personnes véganes qui ne mangent pas de viande, puisque les personnes véganes qui ne mangent pas de viande, en fait, c'est la viande. Ils cherchent pas à avoir un truc qui s'appelle steak dans l'assiette, sinon c'est bizarre. Ils veulent pas en manger. Donc pas besoin de leur fabriquer un faux steak, ils veulent pas de steak. Mais par contre, ça peut nourrir des gens qui, voilà. Mais moi, je suis contre ces trucs-là qui sont ultra transformés. Beyond Meat Beyond Meat, j'en sais rien, je les connais pas personnellement, donc je vais pas les accuser de quoi que ce soit. Mais globalement, c'est les trucs comme ça reconstitués et tout ça, c'est pas c'est beaucoup moins on va dire santé que de la vraie viande, quoi, de la viande brute. Mais bon, après, c'est ce que j'avais déjà dit dans un précédent podcast. Si c'est pour mettre dans des fast-food, moi ça me dérange pas, puisque les fast-food restent quand même globalement que du transformé. Et ce sont des moments plaisir que les gens, logiquement, raisonnablement, devraient consommer périodiquement. C'est pas une alimentation du quotidien. Enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit des gens qui écoutent le podcast, qui vont au McDo tous les jours ou au Burger King tous les jours. Donc, qui mettent de la fausse ou de la vraie viande, honnêtement, je m'en tape, parce que si moi je vais manger un fast-food, c'est pas pour la qualité du steak. Si je veux un bon steak, je vais chez mon boucher, Fleur d'Aubrac, et je me prends une bonne viande du plateau de l'Aubrac, et je vous garantis que j'en ai pour mon argent, et je mange de la vraie viande, quoi, enfin de la viande de bonne qualité. Mais je vais pas au fast-food pour manger une viande de qualité. Donc finalement, qu'elle soit transformée, qu'elle soit même pas d'origine animale ni rien, je m'en fous un peu, puisque de toute façon l'intégralité de qu'il va y avoir sur mon plateau sera transformée de mauvaise qualité. J'y vais pas pour ces raisons-là. Donc ça me dérangerait pas, et je trouve pourquoi pas. Il faudrait voir le nombre de tonnes de viande par an utilisées par ces fast-food là, et essayer de les remplacer par ça s'il faut, et peut-être que ça aiderait, j'en sais rien. Et ça m'étonnerait pas que ça mette pas plus en mauvaise santé les gens que ça ne les met déjà en mauvaise santé. Mais bon, c'est qu'un point de vue personnel, encore une fois.
Pour ceux qui ne veulent pas passer aux viandes végétales, donc comme moi, comme vous peut-être, la viande de culture, donc génétiquement identique à la vraie viande, mais produite à partir de cellules animales, pourrait s'avérer une alternative viable. C'est vrai que là c'est pareil, c'est controversé parce que c'est quoi? C'est OGM, on mange quoi? On mange un clone, on sait pas trop, c'est bizarre, on en est là quoi. On mange une viande qui n'a jamais vécu en fait. On mange quelque chose, je sais même pas. Est-ce que c'est des vrais animaux? Non, c'est pas ça. Visiblement, c'est de la viande qu'on fabrique à partir de cellules directement. Là, ça demande quand même un certain recul là-dessus. Est-ce qu'on savait tout? C'est toujours ce que je me dis. Est-ce qu'on savait tout sur ce que nous apportait la viande? C'est-à-dire est-ce qu'on était arrivé à un point où scientifiquement on était capable de dire ok, maintenant la viande on l'a intégralement sondée sous tous les angles, on sait exactement ce qu'apporte la viande à l'être humain, les avantages, les inconvénients, on sait tout. Est-ce qu'on en est là ou pas? Et j'ai je pense que non. En fait, je pense qu'il y a encore des notions, et je l'espère d'ailleurs, qu'on néglige et qu'on ne voit pas ou qu'on n'a pas encore découvert. On a découvert beaucoup. On sait ce qu'apporte la viande en termes de nutriments, en termes de saveurs, en termes de micronutriments également. Je parle de nutriments, donc des graisses, de la protéine. On voit que ça apporte très peu de glucides, des traces, mais on voit également que ça peut apporter un peu de créatine, du collagène. Enfin bon, voilà, on sait ça, mais est-ce que l'on sait si ça apporte d'autres choses? Est-ce que l'on sait si le vécu de l'animal transporte des choses à l'intérieur de la viande, de sa propre viande, et donc du coup au moment où on le consomme, est-ce qu'on profite ou pas d'une partie du vécu? Alors c'est pas de l'ésotérisme, ce que je suis en train de vous dire là, c'est-à-dire on va pas se transformer, on va pas penser comme une chèvre ou comme un bœuf en mangeant, quoique les Grecs, les philosophes grecs en parlaient de mémoire. Mais bon, bref, est-ce que on sait tout? À mon avis, non. Donc du coup, est-ce que il n'y a pas d'autres choses qui méritent d'être découvertes là-dessus? Mais en tout cas, la viande, même si ça a un petit côté effrayant, celle produite sous forme de cellules, me semble peut-être plus prometteur que le truc complètement transformé qui n'est pas de la viande, qui se fait appeler viande mais qui n'en est pas, quoi. La viande pas restructurée, mais parce que ça c'est autre chose encore, mais la viande à base de plantes, quoi, tout simplement. Et encore une fois, il faudra du recul, quoi, parce qu'il faut voir si ces trucs-là sont pas nocifs, quoi. Mais bon, le problème, c'est que le recul, on l'a comment? En faisant manger des gens avec. Vous savez que les tests à grande échelle, c'est ce qui se fait le plus. C'est pas les petits essais de 3-4 semaines en labo. C'est bon, ils ont pas eu de diarrhée, ils ont pas eu d'herpès, ou ils ont pas eu de. Donc on peut servir dans toutes les assiettes des gens. C'est pas comme ça. C'est à grande échelle qu'on voit, et au bout de 10, 15, 20 ans, ce qui se passe. Mais bon, c'est vrai que ça me paraît plus prometteur. Ça me fait penser, moi, à toujours pareil, quand je vois ça, ça me fait penser toujours à la scène presque finale comment s'appelle ce film? L'aile ou la cuisse? Vous avez les poulets qui sortent de la chaîne comme ça, là, qui sont fabriqués à base d'une espèce de pâte à modeler, là, ça me fait toujours sourire, mais on en est plus ou moins là, quelque part. Et, pourquoi pas? J'ai plutôt tendance à être fermé sur ça. Moi, évidemment, je préférais, comme tout le monde, que on est tous de la bonne qualité, mais à un moment donné, si on me dit c'est pas de viande, un truc complètement chimique, ou un truc où c'est de la cellule reproduite, alors aujourd'hui c'est effrayant, mais peut-être que dans 50 ans ça sera une norme, et que ça sera peut-être même plus sain, parce que justement on n'aura que grâce à ça des viandes de qualité. Il faut essayer de voir le positif là-dedans. On n'aura peut-être que de la viande qui aura que des qualités, quoi. Et je sais que beaucoup vont se dire oui, mais c'est comme le blé à l'époque, ils pensaient bien faire en le rendant résistant au vent, ou à tout ça, en le modifiant par la génétique, et finalement on s'est retrouvé avec un blé surenrichi en gluten, avec les maladies qui s'en sont suivies, quoi. Donc je suis d'accord avec ce raisonnement. C'est pour ça il y aura certainement un laps de temps où on dira tout est tout beau, tout rose, avant de voir qu'il y a des problèmes. Mais bon, de toute façon, il faut bien avancer à un moment donné. Il faut bien essayer de trouver des solutions. Et ceux qui râlent, souvent, c'est pas ceux qui donnent des solutions, c'est ceux qui râlent. Bon,
exercice dehors en hiver, c'est bien ou c'est mal? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Bon, en plus, on est dans une période avec un virus et tout. Bon, en ce moment, celui qu'on a en ce moment, il a pas l'air de faire extrêmement, beaucoup de mal, même si tout le monde le chope. Mais bon, c'est légitime de se poser la question, de se dire, est-ce que d'agresser ces bronches et tout avec du froid, est-ce que c'est bon? Alors déjà, moi, je vous donnerai juste petite indication, c'est la dose, encore une fois, qui fait le poison. C'est vrai que si en permanence, déjà si vous avez un mode de vie qui épuise un peu votre système immunitaire, donc manger mal, manque de sommeil, le stress et compagnie, c'est vrai que d'aller courir là-dessus et de vous remplir les bronches d'air frais trop souvent, vous allez peut-être fragiliser un peu, mais si vous y allez de temps en temps, donc c'est-à-dire pas tous les matins au gel, mais je sais pas moi, 1, 2 ou 3 fois par semaine, et les expositions un peu espacées, vous laissez un petit peu de temps quand même au système immunitaire de s'adapter. Mais c'est pas là-dessus qu'ils voulaient travailler en fait. Là dans l'article, ils parlaient justement. Quel est l'avantage de faire du sport en extérieur l'hiver? Et en fait, eux, ils parlent justement du blues hivernal et ils disent que j'avais récupéré. Alors, fondamentalement, vous ne devriez pas compter sur l'exercice en plein air par temps froid pour vous aider à brûler plus de calories ou à courir plus longtemps et plus vite, parce qu'ils disent que, alors de mémoire, ils disent que souvent l'exercice fait en hiver, vous savez, par la compensation thermogénique, vous savez, pour maintenir votre corps à température, vous brûlez plus de calories. Et en fait, ils disent que c'est pas forcément que dû à ça, donc c'est vrai, ça a une action, mais pas que ça, mais ça a aussi une action par rapport au fait que vous mettez plus de vêtements, ils disent par rapport à ça, et que le poids de la tenue et tout pourrait aussi jouer sur le truc. Donc ils disent faire de l'exercice à l'extérieur dans le froid est excellent pour votre santé mentale par contre. Donc ils disent pendant l'hiver environ 20%, donc c'est aux États-Unis, 20% des Américains souffriront de troubles affectifs saisonniers, donc vous savez la fameuse dépression hivernale qu'on a chez nous aussi, parce que manque de luminosité, parce que on est plus souvent à l'intérieur, etc. Donc le principal coupable du trouble de la dépression hivernale est le manque de lumière du soleil en raison de journées plus courtes et de nuits plus longues. Par conséquent, le remède contre ça est de prendre plus le soleil. Et ils disent que là, par contre, c'est un effet positif d'aller faire son sport à l'extérieur, donc d'aller faire un petit peu de sport, je sais pas, du cardio, si vous avez un parcours de santé. D'ailleurs, j'ai fait avec un très bon ami la semaine dernière, on s'est fait une séance 100% sur un espèce de c'est pas parcours de santé, mais vous savez les stations street workout qu'on retrouve un peu partout maintenant. Il y en a une au bord du lac près de chez moi, donc on allait faire comme ça pendant 1 heure, traction, dips, relevé de jambes suspendues, des choses comme ça pour essayer de se mettre un petit peu dans le rouge au niveau musculaire et au niveau du souffle. Et c'est vrai que quand on rentre d'une séance comme ça, moi j'y étais allé à vélo, donc ça fait on a une séance un peu complète, c'est sympa, on a bien travaillé les muscles en groupe et tout avec un pote, donc on peut un peu bavarder entre les séries, donc c'est sympa, ça agit un peu sur l'humeur, mais ça permet surtout de voir la lumière du jour. Donc c'est vrai que si vous avez un peu de mal à faire du sport à la maison, et vous souffrez un petit peu toujours de baisse, vous sentez cette baisse de morale à chaque fois pendant l'hiver, repérez les parcours de santé autour de chez vous, prenez l'air sous forme de petit cardio. Donc moi je vous recommanderais d'y aller pas aux heures où les températures sont les plus faibles, d'essayer de trouver des horaires entre midi et 2, c'est bien si vous avez l'occasion. Moi c'est ce que je dis à chaque fois aux gens, je leur dis, mais si vous avez ne serait-ce qu'1 heure et demie entre midi et 2, on sait que globalement, les gens, de toute façon, ils mangent en 20 minutes. Et 20 minutes, déjà, je suis large. C'est-à-dire que 20 minutes, ça compte même le temps où ils font chauffer leur gamelle au micro-ondes. Donc, il vous reste quand même pas mal de temps. Ça peut être intéressant d'aller vous faire votre petite demi-heure de cardio ou d'exercice juste avant de manger, quoi. Si vous en avez l'occasion. Même si vous êtes sur les routes, j'ai vu qu'il y a certaines aires de repos maintenant, parce que j'ai fait un petit road trip cet hiver, donc j'ai fait 2500 km d'autoroute de France, donc j'ai pu voir pas mal d'aires de repos, et il y a certaines aires de repos franchement qui sont pas mal, quoi. Donc si maintenant toutes les voitures sont équipées de GPS, ou alors on a les applis de GPS, la Waze et compagnie, vous pouvez repérer les aires de repos qui ont un petit espace vert maintenant, ça se fait.
Et ben vous pouvez vous faire votre sport facilement. Il y a une table de pique-nique, vous pouvez faire des dips, des pompes, vous pouvez courir un peu à travers la forêt, le parcours qu'il y a. Donc il y a toujours moyen, et je trouve, là ils le disent, les lumières du soleil plus exercice plus nature égale un tonique puissant, très efficace et stimulant pour l'humeur. C'est vrai que la nature agit beaucoup là-dessus. Vous qui écoutez le podcast, beaucoup d'entre vous, j'ai été super surpris à la période de l'automne quand je vous avais partagé mon adoration entre guillemets pour la nature et particulièrement en automne avec les couleurs et tout. Et vous avez été très nombreux à me dire que vous aussi, que c'est pour vous quelque chose de presque vital pour votre équilibre mental et tout. Et c'est vrai qu'on a tendance à aimer ça. Et donc on aime l'exercice, on aime la nature et tout le monde, on aime tous le soleil. Et c'est vrai que ça permettrait vraiment de profiter justement. Parce que souvent les gens quand ils pensent courir en hiver c'est bon ou c'est pas bien, ils le voient sous l'axe du petit rhume qu'on peut choper et tout ça, donc couvrez-vous bien. Mais par contre là où ça peut être intéressant c'est justement sur l'énergie en fait, le niveau d'énergie au niveau mental quoi. Et également vous brûlez plus de calories par les couches successives de vêtements et par aussi un petit peu la thermorégulation. Donc voilà. Donc eux ils donnent quelques tips pour justement pour bien s'entraîner en hiver, donc s'habiller chaudement. Ensuite, étalez vos vêtements, une sorte de corvée de s'habiller pour sortir dans le froid, d'autant plus lorsque vous devez chasser partout dans la maison, chapeau, veste, gants. Donc vu que c'est de la traduction anglais-français, en fait, préparez vos fringues à l'avance, ayez votre kit d'entraînement hiver facilement disponible dans vos placards et tout ça. Et d'ailleurs, ne mettez pas t-shirt avec t-shirt, pantalon avec pantalon, mais faites-vous plutôt un kit, ce que j'appelle un kit dans votre armoire. Vous mettez un kit, par exemple, jogging, chaussettes, boxers, t-shirt, compression si vous en avez, sweat et tout. Donc vous avez un kit prêt, c'est-à-dire que vous prenez le kit, c'est bon, vous avez le kit. Pas besoin d'aller chercher à l'étage t-shirt, à l'étage machin et tout. Commencez petit, ils disent, donc... pour éviter faites d'abord une promenade quand il fait très froid, puis après commencer à trottiner et tout ça, et rencontrer un ami. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Donc les conseils sont relativement simples, mais en tout cas, rappelez-vous ce que disent les Scandinaves. Il n'y a pas de mauvais temps, juste de mauvais vêtements. Voilà, c'est bien dit. Et je pense qu'on pourra terminer sur cette citation, sur cette petite phrase. N'oubliez pas que tous les liens pour vous remotiver, pour poser vos questions et tout, c'est dans les notes de l'émission ou directement là sous le podcast ou par mail. Je vous l'envoie par mail aussi pour justement qu'à tête reposée en fin de journée ou entre midi et deux, vous pouvez aller zioter un peu tout ça. Et pour ceux qui veulent aller voir le cours, on se retrouve de l'autre côté immédiatement. Très bonne semaine à tous et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.